C'est un événement qui fait craindre un embrasement régional en Afrique centrale. Le 27 janvier 2025, le groupe armé M23, soutenu par l'armée rwandaise, est entré dans Goma. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les insécurités. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. À l'heure actuelle, la question que la majorité des Africains se posent est de savoir qu'est-ce qui se passe réellement, concrètement au Congo. Pourquoi est-ce que le Rwanda, selon l'information qu'ils ont, attaque le Congo, un pays frère voisin? Et pourquoi est-ce qu'un petit pays comme le Rwanda peut s'en prendre aussi facilement à un gigantesque pays comme la République démocratique du Congo? Alors, dans cette vidéo, vous saurez concrètement qui sont les véritables agresseurs de la République démocratique du Congo et par-dessus tout, pourquoi est-ce que le Congo, depuis toutes ces années, n'arrive pas encore à résoudre ce problème, à mettre un terme à ce conflit. Installez-vous bien, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler de Golden Gift. Elle vous propose aussi bien des box d'argent que des bouquets de fleurs, des box personnalisées, des box hommes, des box femmes, des box romantiques et le meilleur pour la fin, des box golden. Avec un petit ou grand budget, vous pouvez faire plaisir à votre partenaire et vous pouvez même aller plus loin, personnaliser la box de votre choix, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je vous invite à contacter Golden Gift par le canal de ce numéro WhatsApp. Pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement au Congo, il ne faut pas s'intéresser à l'histoire du Congo concrètement. Il faut s'intéresser à l'histoire d'autres pays que le Congo. C'est un peu étrange, mais c'est la réalité. Alors, il faut s'intéresser à l'histoire du Rwanda et de l'Ouganda. Alors, le Rwanda, au tout début de sa colonisation, a été divisé par les colons belges puis allemands. Le Rwanda, qui connaît deux grandes ethnies, donc les Tutsis et les Hutus, se sont vus séparés. Les Hutus majoritaires ont été rabaissés d'un point de vue social par les colons et les Tutsis minoritaires ont été mis au-dessus comme ceux-là qui sont les plus intelligents et à même de gérer la société rwandaise. Ici, on aura une minorité Tutsi qui va gérer le pays jusqu'à la rébellion des Hutus après le départ des colons qui va renverser le pouvoir et voit désormais les Hutus régner sur le Rwanda. Alors que les Hutus prennent le pouvoir, les Tutsis vont fuir majoritairement le Rwanda et s'exiler dans les pays voisins, aussi bien en Ouganda et en République démocratique du Congo. Ils vont porter le nom des Banyarwandais et Banyamulenge. Maintenant que ce sont les Hutus qui sont au pouvoir, ils n'ont plus rien à craindre, si ce n'est faire en sorte que toute la minorité Tutsi qui reste encore sur le territoire puisse quitter le territoire. Mais on en reviendra tout à l'heure. Alors, depuis l'Ouganda, les Banyarwandais vont faire parler d'eux. Juste après son indépendance, l'Ouganda va voir l'entrée de l'armée tanzanienne sur son territoire afin de renverser le président Amin Dada et installer Obote. Alors, lorsque celui-ci est installé, il va, après quelques temps de règne, se voir contesté par ceux avec qui il a réussi à prendre le pouvoir. Et parmi ceux-là, il y a un qui va sortir la tête du lot, c'est Yoweri Museveni. Il va se rebeller contre le nouveau dirigeant qui lui-même a porté au pouvoir, avec 26 personnes. Le gouvernement l'ayant appris, va tenter de déstabiliser déjà Yoweri Museveni et ses amis. Ils vont donc utiliser une rhétorique particulière. Ils vont dire que Yoweri Museveni, en réalité, n'est pas un Ougandais. C'est un Banyarwandais et il vient avec des Banyarwandais pour déstabiliser l'Ouganda. Il faut savoir préalablement que Museveni n'est pas Banyarwandais, il est Banyakole. Alors les Banyakole sont une tribu qui était peu ou prou très proche des Banyarwandais, mais restaient des Ougandais, des Banyakole. Donc ils vont utiliser cette rhétorique à leur avantage, d'autant plus que le gouvernement va commencer à s'en prendre aux réfugiés Banyarwandais qui se trouvaient sur le territoire ougandais. Ainsi Museveni, par le canal de son ami Fred Ringema, qui lui également est rwandais effectivement, vont profiter pour recruter ces Banyarwandais qui sont attaqués désormais par le gouvernement. Ce qui va augmenter l'effectif et fait passer ces 26 personnes-là à environ 20 000 personnes. Donc désormais, 5 000 d'entre eux sont des Banyarwandais, donc des Rwandais.
Ils vont réussir à prendre le pouvoir en 1986. Et à cette période-là, le nouveau président Yoweri Museveni va se rendre compte qu'il a véritablement été soutenu par les Rwandais, va donner des postes à ces Rwandais-là. Parmi ceux-là, il y a un certain Paul Kagame qui devient le second, donc le chef adjoint du service de renseignement de l'Ouganda. Un poste très intéressant. Mais il faut savoir qu'à plusieurs fonctions très importantes, il y a également des Rwandais qui sont positionnés. Ce qui va créer quelques années plus tard des murmures au niveau de la population. Les Ougandais vont se plaindre. Pourquoi est-ce que dans notre pays, ce sont des étrangers qui sont à des postes très stratégiques, des postes fragiles? C'est ainsi que Museveni va décider d'enlever ceux qui l'ont soutenu et qui l'a positionné à ces postes-là. Et pour lui, il ne peut pas les enlever, les laisser comme ça traîner en Ouganda. Il va donc décider de les renvoyer chez eux, les aider à prendre le pouvoir. D'autant plus qu'à cette période-là, ce sont les Hutus qui gèrent le Rwanda. C'est ainsi qu'ils vont créer le FPR, dont la branche militaire est l'APR. À la tête de cette organisation sera le jeune Paul Kagame. Ils vont dès le 1er août de l'année lancer leur première attaque. Alors il faut signifier que Museveni va dire aux Ougandais qu'il ne soutient pas le mouvement, le FPR, et que ses soldats ont volé même l'armement de l'Ouganda pour pouvoir s'en prendre au Rwanda. Qu'ils ne savaient en aucun cas que ceux-ci avaient cette idée et cette volonté de réaliser cela. Bref, il va sortir des tenues mensongères. Ainsi, le FPR va continuer sa lancée et en avril 1994, alors que le génocide rwandais est lancé, où les Tutsis sont exterminés, ils vont pénétrer également le territoire rwandais et prendre le pouvoir. Alors qu'ils ont pris le pouvoir, il y aura tous ces Hutus qui étaient au pouvoir à l'époque qui vont fuir également, se réfugier dans les pays voisins, généralement dans l'est du Rwanda, où pendant la première fuite, les Tutsis, eux également chassés par les Hutus à l'époque, ont également fui pour s'y résider. Donc, dans l'est du Rwanda, désormais, on a les Hutus et les Tutsis, donc des Rwandais. Le pouvoir conquis, les Tutsis, désormais au Rwanda, n'ont plus rien à faire si ce n'est le sécuriser. Mais pendant que les Hutus ont quitté le territoire rwandais pour se réfugier dans l'est de la RDC, ceux-ci vont sortir du pays, donc du Rwanda, avec des volontés de revanche. Donc retourner au Rwanda et reprendre le pouvoir. Lorsqu'ils vont arriver dans l'est de la RDC, ils vont se rendre compte qu'il y a des Tutsis là-bas. Il n'y a pas meilleur endroit pour exercer cette revanche à petite échelle avant de retourner au pays. Ils vont commencer à s'en prendre aux bannières rwandais qui s'y trouvaient. Paul Kagame, désormais chef d'État du Rwanda, va informer le président du Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, Mobutu Sese Seko Wazabanga. Il va donc demander à Mobutu de faire migrer tous ces Hutus qui sont à l'est avec les bannières rwandais vers l'intérieur du Zaïre. Mobutu va donc refuser car il ne voit donc pas l'intérêt, l'opportunité de faire cela. C'est ainsi que Kagame va riposter. Il va commencer à armer petit à petit tous ces bannières rwandais qui se trouvaient confrontés à l'offensive implicite des Hutus qui désormais veulent prendre leur revanche. C'est ainsi qu'il y aura confrontation, affrontement entre les Hutus et les Tutsis dans l'est de la RDC. Alors que ce conflit est en train de prendre petit à petit une nouvelle dimension, déjà en RDC, Paul Kagame ne va pas trouver une autre solution, si ce n'est celle-là, de faire effectivement migrer les Hutus qui se trouvent dans cette localité-là vers l'intérieur de la RDC. Mais le président du Zaïre ne veut pas. Mobutu est contre cette idée. C'est ainsi que Paul Kagame va trouver l'ingéniosité, l'idée selon laquelle il faut chasser Mobutu et installer quelqu'un qui va obtempérer. Depuis l'Ouganda, Yoweri Museveni va trouver la personnalité à même de réaliser cela. Il va mettre le doigt sur le pion qu'il leur fallait selon lui. C'est M. Désiré Kabila. Alors, Désiré Kabila, c'est un opposant depuis très longtemps, qui a toujours revendiqué, qui s'est toujours prononcé, mais qui ne faisait pas en réalité le poids. C'était quelqu'un qui était peu ou prou insignifiant, si l'on pourrait le dire ainsi. Mais il était vraiment déterminé, il avait la conviction, pour lui, il allait devenir président de la République. C'est ainsi que Désiré Kabila sera choisi et ils vont monter ce qu'on va appeler l'AFDL, un nouveau mouvement rebelle dont l'objectif principal est de marcher sur Kinshasa et renverser le pouvoir du président Mobutu. Mobutu va peu ou prou négliger l'avancée de l'AFDL. L'AFDL va donc être pilotée par et le gouvernement rwandais et le gouvernement ougandais qui ensemble vont pousser l'AFDL jusqu'à prendre des villes stratégiques. On parle de Goma, Bukavu, Kisangani, jusqu'à arriver à Kinshasa en 1997. Alors lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, rapidement Mobutu perd le pouvoir et va s'exiler. L'objectif est atteint. On a positionné Désiré Kabila à la tête du pays. Il va faire ce qu'on veut. Finalement, on va déplacer ces Hutus qui sont à l'est du pays vers l'intérieur de la RDC. Voici le plan. Mais tout ne va pas se passer comme ça. Désiré Kabila, désormais président de l'ex-Zaïre, que lui-même va renommer République démocratique du Congo, va carrément oublier les plans de ses alliés. Désiré Kabila
est concentré sur lui-même ses plans, ses projets. Il ne va pas respecter les accords qui ont été préalablement et implicitement signés entre lui, l'Ouganda et le Rwanda. En fait, à partir de cet instant, l'Ouganda et le Rwanda, mais surtout le Rwanda, vont dérouler un nouveau plan. L'objectif, ce n'est plus de faire rentrer les Hutus qui sont à l'est de la République démocratique du Congo à l'intérieur, mais c'est de s'installer et d'utiliser ce fait comme étant un prétexte dont la finalité est d'obtenir les richesses minières du pays, d'autant plus que le nouveau président Kabila est avec eux. Voici le nouveau plan. C'est ainsi que 6 mois plus tard, Kabila va dévoiler à tout le monde le trafic qui est organisé par l'Ouganda et le Rwanda en RDC. Petit à petit, le torchon va commencer à brûler entre eux. Tous les soldats rwandais et ougandais seront chassés par Désiré Kabila. Et en seulement 24 heures, tous les soldats rwandais qui se trouvaient dans l'armée nationale de la République démocratique du Congo seront chassés. Alors, Désiré Kabila est venu faire un balayage. Il a donc dupé ceux avec qui il avait monté le coup avec la FDL jusqu'à prendre le pouvoir. Et ça ne va pas plaire à Paul Kagame, j'en suis sûr. Dès cet instant, le conflit oppose désormais d'un côté Désiré Kabila et de l'autre côté Museveni, le chef d'État ougandais, et Paul Kagame, le chef d'État rwandais. Les alliés d'autrefois sont désormais des ennemis. Et c'est à partir de cet instant que vous allez comprendre finalement ce qui va aboutir au M23. En fait, dans l'armée, quand bien même il est chassé les chefs Tutsis qui s'y trouvaient, il y avait quelques soldats Tutsis dans cette armée. Ceux-ci vont donc se rebeller par la suite et ils vont créer ensemble ce qu'on va appeler le RCD. Le RCD sera appuyé, non mais profondément soutenu par le Rwanda, d'autant plus que ce sont des Tutsis qui ont formé cette milice. Le RCD va vraiment batailler contre Kinshasa. Ils vont rapidement prendre Bukavu, Uvira et Goma. Mais il ne va pas s'arrêter là. Le RCD va continuer sa marche. Son objectif principal, c'est d'atteindre Kinshasa et de renverser le pouvoir. Ils vont donc rapidement s'y rendre. Ils vont arriver à Kinshasa, mais vont perdre le combat face au FARDC, l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, Désiré Kabila va stratégiquement soutenir des milices anti-Tutsis, donc des Hutus, qui vont également saboter les plans mis en place par les Tutsis et s'en prendre à ces Tutsis-là, le RCD. Mais ça ne va pas s'arrêter là. L'Ouganda va également créer sa milice au Congo, le MLC, le Mouvement de Libération du Congo, qui va prendre également le nord de la République démocratique du Congo. Et à partir de cet instant, il y aura plusieurs fractions de milices qui vont naître à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est à partir de cette période que le conflit qui opposait concrètement des États va se transformer en des conflits qui vont opposer des milices soutenues par les États. Et c'est petit à petit qu'on va aboutir au M23 par la suite. Et avant d'y arriver, il y aura de véritables problèmes qui vont animer cette période-là. Alors la bataille a lieu et la confrontation est digne d'un film western où, sans état d'âme, on s'attaque de partout. C'est dans cette configuration que, en janvier 2001, le chef d'État de la République démocratique du Congo, M. Désiré Kabila, sera assassiné, tué par son garde du corps. L'actualité internationale, et cette fois c'est certain, Laurent Désiré Kabila est mort. Il aurait succombé à ses blessures la nuit dernière à Harare au Zimbabwe où on tentait de le soigner. Juste après son décès, son fils, Joseph Kabila, va prendre le pouvoir. Il sera désormais le chef d'État de la République démocratique du Congo. Lui, il va stratégiquement appuyer les leviers qu'il fallait appuyer. Et rapidement, les soldats qui se trouvaient à l'intérieur du RCD, par milice constituée des Tutsis, va petit à petit se rallier et abandonner le combat. Ils vont même se retourner contre l'armée rwandaise. Et c'est ainsi que le Rwanda, ne pouvant tenir, va abdiquer et signer un accord final qui mettra un terme au conflit en juillet 2001. Va s'en suivre le FDL, le mouvement qui avait été soutenu par Désiré Kabila, ce mouvement qui voyait les Hutus qui étaient opposés aux Tutsis lutter contre ceux-ci, va être dissous et 20 000 de ces soldats vont être obligés de quitter le territoire congolais, se rendre au Rwanda, et une autre partie, ceux-là qui ont participé au génocide de 1994, vont être obligés de désarmer. Mais de l'autre côté, il va rester le MLC, le mouvement de libération congolais, soutenu par l'Ouganda, qui petit à petit va abdiquer et se voit finalement en septembre 2001 mettre un terme, un accord au combat entre le MLC et Kinshasa, donc le gouvernement de la République démocratique du Congo, en septembre 2001. À partir de cet instant, il n'y a plus de conflit sur le territoire congolais, du moins à grande échelle. Parce que dans l'est de la République démocratique du Congo, quand bien même ces milices ont été dissoutes et consorts, il y avait quelques dizaines de milices, des petites milices, qui continuaient à piller, se battre sur le territoire congolais. L'année suivante, en République démocratique du Congo, il y a un nouveau gouvernement de transition qui est mis en place. Alors, l'objectif du gouvernement de transition, c'est de réunir toutes les milices, surtout qui ont participé aux événements qui ont déstabilisé la République démocratique du Congo durant ces dernières années.
Alors ces milices seront donc au sein de l'armée. Et l'armée de la République démocratique du Congo devient une armée qui ne répond plus aux standards véritables de l'armée. Ce sont des soldats mal formés, non disciplinés, qui ne sont pas cohérents. Il y a beaucoup de mots dans l'armée de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas le sujet. Dans cette armée-là, il y aura un général du nom de Laurent Nkunda. Laurent Nkunda est Tutsi, il faisait partie du RCD et il va connaître une véritable ascension dans l'armée de la République démocratique du Congo. Il sera colonel puis général de cette armée. Mais il va se rebeller contre Joseph Kabila. Pour lui, les idées de Joseph Kabila ne sont pas en parfaite corrélation avec les siennes. C'est ainsi qu'il va reculer, sortir de l'armée et créer une milice, CNDP. Alors le CNDP va voir tous les soldats Tutsis qui étaient dans cette armée migrer vers lui. C'est ainsi que Laurent Nkunda va désormais mener une nouvelle bataille et faire renaître les milices qui préalablement devraient disparaître et accorder une stabilité nationale à ce pays qui a connu pendant plusieurs années des tumultes. Ils vont donc reprendre les hostilités. Il y aura donc confrontation entre le CNDP et les FARDC, l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Et cette armée, l'armée régulière, sera soutenue par le FDLR, le mouvement Hutu qui avait été préalablement soutenu au tout début par Désiré Kabila. C'est ainsi que ce combat va perdurer jusqu'en 2009. Alors, en janvier 2009, un événement étrange arrive. Le chef du CNDP, Laurent Nkunda, sera destitué par un certain Bosco Ntaganda. Alors Bosco Ntaganda va désormais prendre les rênes du CNDP et le CNDP va perdre le combat et décider de signer de nouveaux accords pour mettre un terme au conflit en 2009. C'est ainsi que le CNDP va signer le 23 mars 2009 de nouveaux accords parmi lesquels le désarmement est prévu et l'intégration des soldats dans l'armée régulière de la République démocratique du Congo est également citée. Sans oublier la livraison de 3 postes ministériels au CNDP en prévision de l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu quelques années plus tard. Là, il y a quelque chose qui doit vous faire un tic. La date de la signature de cet accord, le 23 mars 2009. 23 mars, ça vous dit rien? Sinon, suivez encore. Alors, à partir de cet instant, tout le monde s'attend à une stabilité à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Mais ce ne sera pas le cas. Après l'élection présidentielle qui va se tenir en 2011, les représentants du CNDP vont signifier le fait que le contrat n'a pas été respecté et vont reprendre de plus belle la rébellion à partir de 2012. C'est ainsi que le CNDP va changer de nom et porter désormais le nom du mouvement du 23 mars, en référence aux accords du 23 mars 2009 qui n'ont pas été respectés. Et le mouvement du 23 mars va très rapidement conquérir le Nord Kivu. Ils vont prendre dès le 20 novembre 2012 le contrôle de la capitale de la région, en l'occurrence Goma. Ils vont continuer à avancer et conquérir toutes les localités autour, piller en profitant de cela le territoire, mais la communauté internationale va s'impliquer. C'est ainsi que les pays de l'Afrique des Grands Lacs, donc les pays autour de la République démocratique du Congo, vont ensemble trouver des solutions afin de sortir une fois de plus la République démocratique du conflit dans lequel celle-ci est plongée. C'est ainsi que le 1er décembre 2012, après des prémices d'accords qui ont commencé à naître, le mouvement du 23 mars va quitter Goma et toutes les localités autour. Le 9 décembre 2012, donc 8 jours plus tard, ils vont entamer les pourparlers à Kampala, dans la capitale de l'Ouganda. Mais les négociations ne vont pas vraiment avancer. Très latent, il y aura pendant cette période un conflit à l'intérieur du mouvement du 23 mars. En fait, il y a 2 fractions. Une qui soutient Jean-Marie Runiga, président du M23, et une autre qui soutient Sultani Makenga, qui lui accuse le premier Jean-Marie Runiga d'être proche de Bosco Ntaganda, celui-là qui a renversé Laurent Nkunda en 2009 et pris les rênes du CNDP. Il faut savoir que Bosco Ntaganda avait une mauvaise notoriété à cette époque parce qu'il était frappé par un mandat d'arrêt international lancé par la Cour pénale internationale, la CPI. C'est ainsi que des pro-Sultani Makenga vont naître, de même que des pro-Jean-Marie Runiga. Il y aura affrontement et c'est Sultani Makenga qui va gagner et devenir le nouveau président du M23. Les affrontements vont donc reprendre à partir de mai 2013 entre les FARDC et le mouvement du M23. Ils vont continuer jusqu'en fin octobre où l'armée régulière de la République démocratique du Congo, soutenue par l'ONU qui a reçu un mandat offensif, vont ensemble déloger le mouvement du 23 mars et désormais mettre un terme à toute rébellion. C'est ainsi que le 5 novembre 2013 est signé un nouvel accord qui met un terme à la rébellion et les troupes du mouvement du 23 mars vont être désarmés et transférés dans des camps en Ouganda. Ce qui va permettre le 12 décembre un accord effectif de paix qui sera signé à Nairobi, au Kenya, mettant fin officiellement à la rébellion et au mouvement du 23 mars. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Il faut attendre 8 ans plus tard,
En novembre 2021, le mouvement du 23 mars va renaître. Ils vont redevenir très actifs en République démocratique du Congo. À partir de 2022, ils vont intensifier maintenant leurs attaques, cibler des régions, donc celle du Nord Kivu. Ils vont donc prendre le contrôle de cette zone très stratégique et commencer à piller les ressources et s'y maintenir. Cela va continuer jusqu'en 2024 où ils vont intensifier leurs actions et prendre les territoires de Rutshuru et de Masasi. Masasi qui préalablement était la base du CNDP dès sa création. Ils vont donc continuer leur avancée jusqu'à prendre Goma le 26 janvier 2025. 13 ans plus tard, alors qu'ils avaient Goma entre les mains, ils reviennent à Goma. Et c'est cet élément qui va rappeler au monde entier l'existence de cette guerre qui dure depuis des années en République démocratique du Congo. Mais maintenant qu'on sait ça, la question que tout le monde se pose, du moins la question évidente que l'on se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce conflit concrètement? Quel est l'enjeu? Et pourquoi, ou du moins comment est-ce que la République démocratique du Congo, avec son chef d'État, son armée, n'arrive pas à mettre un terme à ce conflit? Il faut savoir que le mouvement du M23 est constitué majoritairement de Tutsis et de Banya rwandais. Ces Tutsis-là, comme l'on l'a vu préalablement, ont toujours été soutenus, encouragés, soit par l'Ouganda ou le Rwanda. Mais c'était majoritairement le Rwanda, quand bien même le chef d'État du Rwanda n'arrive pas à l'admettre et refuse que l'on puisse dire qu'il soutient le M23. Mais il y a plusieurs signes qui nous laissent comprendre cela. Lorsque le chef d'État sud-africain décide par exemple d'améliorer l'armement militaire qui a été prêté par l'organisation sous-régionale pour soutenir la République démocratique du Congo, le président du Rwanda, Paul Kagame, traduit cela comme étant une demande de guerre. Il s'est donc offusqué d'entendre, de voir ces propos-là. L'une des preuves qui pourrait nous permettre de comprendre et de croire effectivement que le président rwandais est impliqué dans tout cela se voit également par le canal du témoignage rendu par un soldat rwandais impliqué qui explique tout. Il dit participer au conflit car recruté et formé par le Rwanda pour le faire. Banyita Private Iradukunda Jean Dodi. Mama bakamwita Jacqueline Kabanyana, papa akamwita Kizimana Amos. Mambarizwa mu gisirikare cya RDF, Rwanda Defense Force. Aba narinjiriye igisirikare igabiro. Tukimara kurangiza tukimara gupasinga baduhereza imbunda n'ama webbing ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Baduha ikibari cyo kujya mu rugo, bamaze kubiduha duhurira ku Mukamira, turagenda duhura n'abandi basirikare bari bavuye Iwawa twohereza muri Kongo. Kimara kugera muri Kongo, bamwe binjiriye Kibumba, abandi binjirira muri Birunga. Birunga cya Sabyinyo, duhingukira Icyanzu, turasanga izindi ngabo z'u Rwanda bari kumwe na Makenga ndetse n'abandi bayobozi. Barangije bahita baduhereza amadeployment, buri bataliyani bagenda bazohereza. Batwohereza Imabenga, tuza turwana muri Rwindi paka kugera muri Rubero. Maze kugera muri Rubero twari turi kumwe na Special Force y'u Rwanda na Infantry ndetse na Artillery y'u Rwanda na Air Force. Ubwo twari Matembe, aba CCRF. Kimara kurangira baravuga ngo gahunda mu kurwana. Turagenda turarwana, tugeze mu misozi ahantu bita Warimbongo, turaza dukomeza imbere. Tugezeyo turi kurwanira aho ngaho birashindikana, genda araswa, batwara izindi ngabo z'u Rwanda n'abakomando bansaba ku Kiwanja. FARDC iraza baramfata, baranjyana, baramvura, bampa ibyo kurya, bampa imiti, bamfata neza. Ko Kagame akaba ariwe watwohereje muri operation ya hano muri Kongo. Ndetse hano twaba hari ingabo nyinshi z'u Rwanda, diviziyo enye
En plus de cela, il y a également la sortie de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui demande à Kagame d'arrêter cela implicitement. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire ils oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. On comprend tacitement et directement qu'il est en dessous de tous ces mouvements. Mais pourquoi est-ce qu'ils font cela et pourquoi est-ce qu'ils se trouvent dans l'Est particulièrement? Alors, lorsqu'on prend la géographie de la République démocratique du Congo, il faut savoir quelque chose de très important. C'est dans l'Est de ce pays que se trouve majoritairement, si ce n'est la quasi-totalité de ses ressources. On parle d'étain, d'or, de coltan, de manganèse et plusieurs autres biens qui s'y trouvent. Alors, il faut savoir que le coltan, par exemple, est le minerai par excellence qui permet aujourd'hui d'animer la majorité des appareils que l'on détient, aussi bien les téléphones et consorts. Donc, avoir ce minerai est d'autant plus important que symbolique. Et il faut savoir que cette zone de la République démocratique du Congo détient 60% de la quantité mondiale de ce minerai. Mais pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo n'arrive pas à empêcher, du moins mettre un terme définitivement à tout cela? Alors d'abord, il faut se concentrer sur la République démocratique du Congo. C'est un pays qui est très large, qui est sous-peuplé. Une grande partie de ce pays est caractérisée par des forêts géantes qui empêchent la circulation facile. Et il y a beaucoup d'espaces, beaucoup d'endroits dans ce pays qui ne sont pas bitumés, donc qui empêchent la fluidité du trafic et qui peut ralentir l'intervention de l'armée régulière. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut savoir que la République démocratique du Congo, dans sa hiérarchie militaire, est constituée de plusieurs Tutsis. On parle d'environ 300 colonels, des milliers de soldats et une bonne dizaine de généraux qui sont d'origine banyarwandais Tutsi. Donc il faut comprendre qu'un Tutsi ne va pas facilement prendre des décisions contre ses frères Tutsi, ce qui ralentit également le processus. En plus de tout cela, il y a un véritable manque de volonté politique. Cela se voit également par le canal du budget de la défense. Sachant que la République démocratique du Congo est un pays soumis à des attaques récurrentes, le budget de la défense normalement devrait être l'un des budgets les plus élevés, si ce n'est le plus élevé comparé à tous les budgets d'État. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et ce budget-là même est discutable. Il ne faut pas s'arrêter là, car l'une des fonctions du chef d'État, c'est de défendre vaille que vaille la population et ne permettre en aucun cas que cette population soit violée, agressée de cette manière. Ainsi, on pourrait parler d'un laisser-aller de Félix Tshisekedi qui permet à ce que sa population soit autant violée. Qu'est-ce qu'il attend concrètement? Le soutien de la communauté internationale. La Russie a approché Félix Tshisekedi qui lui a refusé le soutien de la Russie. Peut-être que Félix Tshisekedi s'attend à ce que ceux qui soutiennent actuellement le Rwanda puissent abandonner le Rwanda et venir le soutenir. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une réalité. La très grande République démocratique du Congo est déstabilisée par le tout petit Rwanda. De l'autre côté, le Rwanda, il est lui soutenu par la communauté internationale. En fait, le Rwanda est ouvertement soutenu par l'Europe, la Pologne particulièrement, mais les pays tels que l'Allemagne, la France et consorts. Et ce sont ces pays-là qui commercent intensivement avec le Rwanda. Parlons de la Pologne. La Pologne a signé un accord très récemment, en 2023-2024, de coopération militaire et de renforcement de commerce. Donc, avec tous les équipements qui vont avec, ils vont former les soldats rwandais en échange d'un commerce intensif en ce qui concerne les produits tels que les matières premières. Mais il faut signifier que l'Union européenne, par exemple, a elle également de son côté pris des décisions symboliques. L'Union européenne, chaque année, apporte des dons à hauteur de dizaines de millions d'euros au Rwanda. Mais en plus de cela, il faut savoir que l'Union européenne, dans son programme Global Gateway, a promis un investissement à hauteur de 900 millions d'euros au Rwanda. En échange de cela, le Rwanda doit intensifier son commerce en termes de matières premières avec les pays de l'Union européenne. D'autant plus que ces pays-là savent que ces richesses-là ne proviennent pas du Rwanda.
Ce sont des richesses qui ont été volées par le Rwanda depuis la République démocratique du Congo. Alors il faut le signifier. Chaque mois, on parle d'environ 150 tonnes de coltan qui proviennent de la République démocratique du Congo et qui, passant par le Rwanda, finalement arrivent vers les grands marchés financiers internationaux. Donc voici les aspects, les éléments qui vont nous permettre de comprendre l'intérêt derrière tout cela, mais véritablement coller des noms à ces images que l'on se faisait lorsqu'on disait qu'il y avait des intérêts économiques sur le territoire congolais. Aujourd'hui, tous les Africains espèrent qu'il y aura une action derrière cela, que le Congo ne va pas se laisser faire et que suite à la dernière déclaration du président Tshisekedi, il y aura effectivement une avancée de l'armée congolaise qui va mettre un terme définitif à ce conflit. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker la vidéo et pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.